Please be seated. Yes, Mr. Lazzarevic. Thank you, Your Honor. Le président, je vous écoute. Maître Lazarevitch, merci, Monsieur le Président. Monsieur Bayagic, je viens de terminer une partie, ce volet de votre expertise avant votre pause, avant la pause, et j'aimerais maintenant passer au deuxième volet de votre expertise. Et je souhaiterais que l'on parle de la création et du développement du MOOC de la République Srpska. Alors, dans le passage intitulé cadre général, c'est à la page 14 sur le prétoire électronique en version BCS et à la page 14 en version anglaise. Dans ce chapitre, vous avez parlé d'un très grand nombre d'événements qui, selon vous, avaient une importance particulière pour ce qui est de la période entre 1992 et 1995, et vous nous avez exposé la genèse de la crise en Bosnie. De votre point, il s'agissait de la période entre 1991 et 1992. Maintenant, je ne vais pas m'étaler trop longuement sur cette partie-là de votre expertise, mais j'aimerais que l'on parle, s'agissant du point 39, quelles sont les circonstances qui, selon vous, aient pu avoir une influence particulière sur la création du MOOP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine à l'époque qui plus tard est devenue l'ARS, la République Srpska. Réponse, c'est bien, voyez-vous. J'ai établi une liste de documents qui portent sur la situation politique générale sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et de la Bosnie-Herzégovine d'antan, et nous pouvons également tirer certains documents de ce contexte qui, entre autres, ont eu une incidence particulièrement importante sur les événements, à savoir la création des premiers traits du MOOP, du ministère de l'Intérieur de la présente République Srpska. Question. Dites-moi, selon vous, quelle a été l'importance du plan Cutiliero et le fait de renoncer au plan qui avait déjà été qu'on avait déjà donné accord pour ce qui est de ce plan auquel on a renoncé. C'était le président de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, Alija Izetbegović. Réponse. Le plan Cutiliero représente certainement la base sur laquelle s'appuyaient tous les partis politiques en Bosnie-Herzégovine comme étant la base pour la direction des organes de l'administration d'État ainsi que les ministères de l'Intérieur et le plan Cutiliero, selon la version, dans la version que j'ai eu l'occasion de lire, dans la partie D, parle du droit de l'entité, du droit sur l'entité de Bosnie-Herzégovine, des trois entités en Bosnie-Herzégovine pour établir les organes de l'administration qui incluent également le ministère de l'Intérieur en tant qu'organe séparé. Et ce plan était appuyé par tous les partis en présent à la crise de Bosnie-Herzégovine. De toute façon, d'abord, le fait d'accepter d'abord et ensuite de renoncer un plan par une partie, M. Izetbegović, en fait,
ceci n'a pas été très bien reçu par les autres parties et on connaît la suite. Question. Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le plan Coutiliero, mais pour le compte-rendu d'audience, je voudrais simplement que l'on constate qu'il s'agit d'un document qui est déjà téléchargé sur le système du prétoire électronique. Nous avons déjà eu l'occasion de le voir et c'est le document qui a été traduit et qui se trouve sous la cote 1D 1156. Et l'original porte la cote 4D 169 et j'aimerais avoir votre opinion sur le document qui porte la cote 1D 174 dans votre classeur. Il s'agit du document 1D. Nous n'avons pas saisi le chiffre 174 et on n'a pas saisi le chiffre. Il s'agit d'une dépêche provenant du collège du MOUP de Bosnie-Herzégovine du 1er avril 1992. Pourriez-vous, je vous prie, me dire le témoin? Oui, je vois ce document. Bien, pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, quel est votre commentaire? Quels sont vos commentaires concernant ce document? Et sur quoi porte-t-il? Réponse. Ce document, brièvement, porte sur une réunion du collège professionnel réunion du collège d'experts du ministre de l'Intérieur d'antan. Et lors de cette réunion, on a traité du plan de Sarajevo. On parle d'une mise en œuvre possible du plan Coutiliero. On parle d'une décentralisation des MOUP, du MOUP et sa division en 3 entités. Et on parle également de la création des entités séparées, donc d'une décentralisation. Étant donné la structure du personnel, on peut noter que les plus hauts représentants du MOUP de l'époque étaient présents, donc l'adjoint du ministre, enfin le ministre, l'adjoint, tous les autres, tous les autres représentants officiels qui composaient ce collège de membres d'experts. Question bien. Alors, dites-nous s'il vous plaît, dans la première partie de cette dépêche, quels étaient les points généraux exprimés par les membres du collège du ministère de l'Intérieur de la BIH? Réponse. On avait déjà commencé, on a entamé les premières phases d'une réorganisation du MOUP et de ses services de sécurité. D'abord, ça c'est quelque chose de c'est ce qu'on a dit au début. Ensuite, on avait déjà établi certaines lois pour ce qui est du MOUP, du côté serbe, du côté de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, la RS. Question, merci. Dans les paragraphes 46 à 53 sur les pages 16 à 18 de votre rapport d'expert en BCS et en anglais, il s'agit des pages 16 et 19 sur le prétoire électronique et vous avez parlé de l'armement illégal des membres de la SDA comme étant l'une des conséquences des raisons qui a mené au démantèlement du MOUP de Bosnie-Herzégovine. Et ensuite, vous avez analysé un très grand nombre de documents qui figurent dans votre liste de notes en bas de page. Bien, je ne veux pas m'étaler longuement là-dessus, mais pourriez-vous nous parler de ce phénomène, c'est-à-dire de l'armement des membres du SDA? Ce phénomène, cette
activité, quelle incidence a-t-elle eu sur le MOOP? Réponse. Dans tous les cas, les raisons qui ont mené à la création du MOOP le fait d'avoir tenu compte du plan de Cotillero, ceci ne veut pas dire que ce sont les seules raisons pour l'approfondissement de cette crise. L'une des raisons est certainement l'activité des 3 parties opérationnelles sur le terrain, et il y a une des activités que j'ai analysées, c'est la création et l'analyse des premiers organes de la Republika Srpska, et c'est le fait qu'on ait armé de façon secrète et illégale certaines formations sur le territoire de Bosnie-Herzégovine déjà en 1991 et juste avant le printemps de 1992. Ce sont des faits qui n'ont pas pu rester secrètes, et ceci a eu une influence particulièrement grande sur la situation et c'est ainsi que c'est une influence sur l'adoption des lois et l'établissement du MOOP de l'ARS. Question, vous avez parlé également des activités du HDZ. Vous avez également parlé de leur tendance pour se différencier des autorités centrales à Sarajevo, et vous en faites part dans les paragraphes 50 et 50 et 53 de votre expertise. Il s'agit des pages 19 et 20 en anglais et des pages 14 et 15 en BCS. Alors, j'aimerais vous poser ma question est la même que tout à l'heure, le président Maître Lazarevich. Les interprètes vous demandent de ralentir, s'il vous plaît, surtout lorsque vous énumérez les pages. Maître Lazarevich, je suis désolée, je vais faire attention au compte-rendu d'audience. Alors, monsieur, il s'agit des pages 18 et 19 sur le prétoire électronique, version en BCS, et il s'agit des pages 19 et 20 pour ce qui est de la version en langue anglaise. Et ceci est également des documents que l'on peut trouver sur le prétoire électronique. Alors, monsieur, aimeriez-vous que je répète ma question? Réponse non. Question, fort bien. Alors, je vous demanderai de bien vouloir répondre à cette question. Réponse, comme vous pouvez le voir en lisant les paragraphes de mon rapport, j'ai également fait attention à la page 3, qui a une certaine importance pour ce qui est de la jeunesse et qui porte sur la crise qui a éclaté en Bosnie-Herzégovine. Je parle du côté croate. Pour l'appeler ainsi, c'était indicatif, c'était important pour ce qui est des dates pour lesquelles on a mentionné les premiers organes au sein du corps croate. Plus particulièrement, ce qui est important, c'est qu'en 1991, on parle déjà de l'existence d'une certaine Herzeg Bosna, et ils ont également créé leur propre formation de sécurité et de défense du genre le HDZ. Et tout comme en fait, ils ont eu également tendance, là je fais également eu tendance à des aspirations concernant la séparation, et c'est tout ceci a mené à certaines activités entreprises par le tiers côté le parti serbe. Question, parlons maintenant d'un autre sujet, c'est-à-dire la création du développement en fait, du MOOP de la Republika Srpska entre 1991 et 1993. Dans votre expertise, vous en parlez dans les paragraphes 60 à 61, et je vais passer en revue avec vous certains documents, et je vais parler de certains sujets. Au paragraphe 61 de votre expertise,
Et c'est affiché à la page 20 sur le prétoire électronique. Et en anglais, ce passage se situe à la page 21. Vous dites là que les trois partis nationaux au pouvoir ont essayé d'avoir une influence importante ou dominante sur le MOUP, le ministère de l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine d'antan. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ceci à propos de réponse? Bien sûr, étant donné qu'il y a eu un accord multipartite adopté par les autorités en pouvoir en Bosnie-Herzégovine de l'époque, c'est de cette façon-là que l'on a partagé les fonctions dans certains organes de l'État. Et outre cet accord multipartite, il y a eu des violations pour raisons différentes de cet accord dans lequel les trois partis les cadres qui déléguaient les partis essayaient ou tentaient de prendre les meilleures positions et d'avoir le plus d'influence possible sur pour un impact sur les politiques du MOUP de Bosnie-Herzégovine. C'était un processus qui a été dirigé vers cette problématique exprimée par les trois partis. Question. Plus loin, vous parlez du remplissage de cadres au MOUP et le fait qu'on ait envoyé des personnes pour avoir des cours de formation, le départ des musulmans qui partaient en Croatie pour des cours de perfectionnement. Pourriez-vous nous dire comment ceci, quelle importance ceci a eu sur le MOUP de Bosnie-Herzégovine? Réponse, eh bien, c'était un organe administratif. Le MOUP de Bosnie-Herzégovine était une branche exécutive et pouvait donner certaines lignes directrices concernant la politique du MOUP. Et il est très important de dire que les partis politiques, tout comme a fait le Parti démocratique le Parti de l'Action démocratique l'a fait. Il a une certaine influence sur l'administration et sur le personnel du ministère de l'Intérieur. Et c'est ainsi que dans mon rapport, j'illustre ce point avec certains exemples. Question, j'aimerais que l'on prenne le document 4D 167 pour donner un exemple, pour illustrer ce que vous nous dites. J'aimerais que ceci soit affiché sur le prétoire électronique. Il s'agit d'une dépêche du poste de sécurité publique de Bratunac en date du 16 mars 1992 dans votre intercalaire, dans votre dossier en fait, c'est dans votre classeur, c'est à l'intercalaire 5. Pourriez-vous nous dire de quoi il en est exactement, de quel type de différence? J'ai dit réponse. C'est un document qui permet de renseigner, c'est un document relatif à l'information qui informe les niveaux supérieurs de l'organisation pour ce qui est du poste de sécurité publique de Bratunac et on parle d'un certain nombre de conscrits musulmans qui avaient suivi une formation à l'intérieur de la République socialiste de Croatie de l'époque, dans le cadre du MOUP de Croatie, et le chef du poste de police, du poste de sécurité publique, en fait, parle ou dit spécifiquement qu'il ne sait pas à la suite de quelle recommandation, de la recommandation de qui exactement ces conscrits militaires de Bratunac avaient suivi des cours de formation en Croatie, en République de Croatie, et parle du fait que les citoyens de nationalité serbe ne font pas confiance à ce genre de personnes pour ce qui est de leur engagement en tant que membre réserviste de la police. Question, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, qui a signé ce document? Réponse, le document est signé par le chef de sécurité publique de l'époque, et c'était M. Senad Hodžić, d'après ce que je vois ici. Question. Passons maintenant
au paragraphe 74 de votre expertise sur le système du prétoire électronique. Ce paragraphe se trouve sur les pages 23 à 25 en anglais. Il s'agit des pages 23 à 25 sur le prétoire électronique. Et vous avez parlé des règlements qui ont régi la création du MOOC de la République Srpska. J'aimerais d'abord que l'on se penche sur le document 4D 168. Dans votre classeur à vous, ce document se trouve à l'intercalaire 6 et il s'agit de la constitution de la République Srpska de Bosnie-Herzégovine. Bon. C'est le chapitre 4, l'article 68 qui m'intéresse maintenant. Ce sont les pages 5 et 6 dans le prétoire électronique, que ce soit en BCS ou en anglais. Pour commencer, est-ce que l'on peut, s'il vous plaît, examiner un instant l'intitulé de ce chapitre? Le témoin, oui. Sauriez-vous me dire comment se lit l'intitulé de ce chapitre où figure l'article 68? Réponse oui. Il s'agit du chapitre 4 de la Constitution de la République serbe de Bosnie-Herzégovine de 92 qui s'intitule « Les droits et les obligations de la République ». Question, je vous remercie. Voyons maintenant ce qui en est de l'article 68, plus particulièrement de son alinéa 2. Réponse. D'après l'article 68, l'obligation de la République est de régir et de garantir. Elle suit une liste de 1 à 15 de différents secteurs de la vie qu'elle est censée donc garantir et gérer. Et puis, au point 2, on lit la défense et la sécurité de la République. C'est ce qui a directement trait au ministère des Affaires intérieures. Question. Et le point 13, page suivante, réponse. Le paragraphe 13, il relève des compétences de la police d'organiser, de gérer la compétence et l'activité des agences de l'État. Question. Sur le plan de l'organisation, sur le plan de la création et de l'organisation du ministère de l'Intérieur de la République Srpska, comment est-ce que vous lisez ces dispositions? Réponse. Si la République de Bosnie-Herzégovine à l'époque devait garantir la gestion de certains secteurs de la vie publique dans l'État, nous voyons ici que ceci figurait parmi les missions dominante, principale. Donc la République a le droit d'organiser, de mettre sur pied des organes qui seront chargés des questions qui relèvent de la sécurité. C'est ce que l'on peut lire dans ces dispositions de l'article 68. Question très bien. Passons maintenant au document suivant. C'est la loi qui porte sur le gouvernement du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, document 4D 173. Dans votre classeur, c'est l'intercalaire numéro 7. Je voudrais examiner le chapitre 2, l'article 6 de la loi sur le gouvernement en BCS. Ce sera la page 1 et en anglais la page 2. Est-ce que vous voyez l'article 6? Réponse oui. Question. D'après l'alinéa premier de l'article 6, que pouvez-vous nous dire?
Réponse. Mais l'on voit ici que conformément à l'article 5, le gouvernement est composé du président, de 2 vice-présidents et de 13 ministres. Et puis c'est précisé à l'article 6. Il est précisé que les ministres sont nommés des rangs du gouvernement pour les affaires intérieures, la défense, la justice, les finances, les affaires étrangères, l'économie, l'agriculture, l'urbanisme, les transports, le développement, l'éducation, etc. Question. J'ai peur que vous ayez été un peu trop rapide. Réponse. Je peux répéter, excusez-moi. Question. Dites-nous, s'il vous plaît, de quel ministère il s'agit. Quels sont les ministères qui sont créés? Réponse. Question. Dans cette République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine de l'époque, réponse. Il s'agit de 13 ministères. Je peux les énumérer. Ministère des Affaires intérieures, le ministère de la Défense nationale, le ministère de la Justice, le ministère des Finances, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Économie, le ministère de l'Agriculture, des Forêts et des Eaux. Question, je ne voudrais pas vous interrompre, mais réponse, etc. Je pense que ce que je viens d'énumérer, ces premiers ministères sont les plus importants. Question. Prenons maintenant un autre document, 4D 170. Il s'agit de la loi sur l'administration de l'État du 23 mars 1992. Prenons le chapitre 4, l'article 19, page 3 en BCS. Et en anglais, ce sera également la page 3. Chez vous, c'est l'intercalaire numéro 8. Est-ce que vous voyez le document? Vous l'avez sous les yeux? Réponse. Répétez s'il vous plaît de quel article il s'agit. Question de l'article 19. Question. Merci. Sauriez-vous me dire ce que régit l'article 19? Réponse. Il s'agit du chapitre 4, l'organisation des organes de l'administration. Et l'article 19 précise que les organes de l'administration se constituent en tant que ministère, secrétariat et administration. Donc il y a 3 différents types d'organes, des secrétariats, des ministères et des administrations. Question. Pour ce qui est du secteur des affaires intérieures, il devrait être organisé conformément à ces dispositions. Réponse. Tout comme la loi sur le gouvernement, la loi sur l'administration de l'État précise à travers les dispositions de cet article les fondements légaux pour la création du ministère de l'Intérieur de la République serbe, des Serbes de Bosnie-Herzégovine tout d'abord et ensuite la République serbska. Question. Prenons le document suivant, la loi sur la défense 4D 181. À l'intercalaire 68 chez vous, en date du 1er juin 1992.
L'article qui m'intéresse dans le prétoire électronique figure en page 2 pour ce qui est de la version BCS, les pages 2 et 3 pour ce qui est de la version anglaise. Cet article régit, pouvez-vous me dire tout d'abord ce qui en est de l'article 7? Le témoin. Un instant, s'il vous plaît. Question. Prenons maintenant ce qui est régi dans la partie d'introduction à cet article. Réponse. L'article 7 dans l'introduction régit certains secteurs qui sont ceux du président de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Question. Voyons le point 3 de cet article. De quelle compétence il s'agit là du président de la République serbe de Bosnie-Herzégovine? Réponse. Au point 3 de l'article 7 de cette loi, le président de la République serbe de Bosnie-Herzégovine commande et dirige l'armée en temps de paix et en temps de guerre. Question. Très bien. Et pourriez-vous maintenant me dire ce qu'il en est du point 6 de ce même article? Qu'est-ce qui régit? Réponse. Voilà, je viens de lire. Le président a le droit d'établir des bases pour l'organisation, les effectifs de la police et ordonne son emploi en temps de guerre, en temps de danger imminent de guerre et situation exceptionnelle. Il travaille sur la protection des droits et des obligations de la République et de ses citoyens, tels que prévus à la Constitution. Question. L'armée de la République serbska est mentionnée ici. Le ministère de l'Intérieur, conformément à cette loi, figurerait comme une composante des forces armées? Réponse non, pas dans cette loi-ci. Question. Et voyons juste l'article 10. 10 de cet article, la même page, en version BCS et en anglais, pages 3 et 4 dans le prétoire électronique. Et voyez, s'il vous plaît, la deuxième partie de cet article, où se lit un sous-titre « Le ministère des Affaires intérieures ». L'avez-vous trouvé? Réponse oui. Question. Dites-nous, s'il vous plaît, quelles sont les compétences du ministère des Affaires intérieures d'après cette loi et qui concernent la défense de la République? Réponse, je peux vous dire d'emblée qu'au titre de l'article 10 de cette loi, le ministère de l'Intérieur a la compétence d'organiser et de mettre sur pied ses propres préparatifs, dans les préparatifs au sein de sa propre organisation pour la défense et pour le fonctionnement en situation de danger imminent de guerre et de guerre, d'organiser des mesures de sécurité, d'assurer la sécurité des installations qui sont d'importance pour la défense, d'organiser, de préparer, de planifier l'emploi de la police en temps de guerre, en situation de danger imminent de guerre ou de situation d'urgence. Question. À présent, je voudrais aborder peut-être le texte de loi le plus important qui concerne la police, à savoir la loi sur les affaires intérieures. La pièce 4D 172, s'il vous plaît, c'est le journal officiel numéro 4/92 du 20. C'est le numéro 9 dans votre intercalaire. Donc la loi est celle du 23 mars 1992. L'avez-vous sous les yeux? Réponse oui. Question. Examinons pour commencer l'article 3 de cette loi. Dans le prétoire électronique, page 2 en BCS, pour ce qui est de la version anglaise, page 1.
Question. Sauriez-vous me dire comment cette loi définit le secteur des affaires intérieures? C'est-à-dire, quelles sont les missions de la police? Réponse. D'après les dispositions de cet article et conformément à l'esprit de cette loi, les missions de la police sont comme suit. Celles de la police publique, de la sécurité publique, de la sécurité nationale, ainsi que des missions qui concernent des aspects administratifs, à savoir l'identité des citoyens. La déclaration du lieu de résidence, lieu de séjour des citoyens, départ à l'étranger, les registres, l'organisation des rassemblements publics, etc. Question. Voyons maintenant l'article 5 de cette même loi, page 2 dans le prétoire électronique en BCS également, et page 1 de la version en anglais. Dites-nous, s'il vous plaît, conformément à l'article 5, qui se voit chargé du secteur de l'intérieur? À qui confie-t-on les attributions? Réponse. Naturellement, l'article 5 confie les affaires intérieures, n'est-ce pas, au ministère des Affaires intérieures. Question. Conformément en termes de cette loi, quelles sont les deux autres entités sur le plan de l'organisation du ministère de l'Intérieur, en plus de son siège? Réponse. C'est le service de sécurité publique et le service de sécurité nationale. Question. Brièvement, je voudrais que l'on dise quelques mots du service de sécurité publique. L'article 15 de cette loi, s'il vous plaît. Je voudrais que l'on étudie dans le prétoire électronique, page 3 en BCS, page 2 en version anglaise. Donc, je parle bien de l'article 15. Que pouvez-vous me dire, que régit l'article 15 de cette loi? Réponse. L'article 15 de cette loi régit le domaine, c'est-à-dire la compétence du service de sécurité publique dans le domaine de ses missions, les missions prévues pour elle. Donc, il s'agit d'aspects administratifs et techniques. C'est un des secteurs. Ensuite, le fait de maintenir l'ordre public, de protéger la sécurité des biens et des individus. Ensuite, la prévention, n'est-ce pas? La répression de la criminalité. Tout comme l'aspect social, le fait d'agir en situation d'urgence, situation extraordinaire, apporter de l'assistance, etc. Question. Très bien, voyons maintenant l'article 16. J'appelle votre attention sur le premier alinéa en ces dernières lignes. Dans le prétoire électronique, page 3 en BCS, en version anglaise, page 2 et 3. Ce que nous voyons ici, c'est que les réservistes de la police sont mentionnés. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel a été le rôle joué des réservistes de la police? Quelle a été leur place dans le système? Réponse. Comme nous pouvons le voir, l'article 16 prévoit que dans le domaine de l'ordre public, de la protection des biens et de la sécurité des individus, il est prévu
que l'on fasse intervenir soit les effectifs réguliers, soit les membres des unités de réserve de la police. Question. Voyons maintenant ce qu'il y en est de l'article suivant de cette loi. Je voudrais que l'on s'y penche un petit peu. Il s'agit de l'article 26 de cette loi. Page 4 en BCS électronique. Également page 4 pour ce qui est de la version anglaise. Voyez-vous s'afficher l'article 26? Réponse oui, je le vois. Question. Donc, conformément à ce qui est visé à l'article 26, en plus du siège du ministère, quelles sont les unités qui sont des unités auxiliaires et qui dépendent du ministère? Réponse. Donc, en plus du siège du ministère, le ministère compte des unités auxiliaires dans des centres de services de sécurité et de manière subalterne à l'échelon inférieur, organisés d'après l'appartenance territoriale des postes de sécurité publique. Question. Très bien. Voyons maintenant ce qu'il en est de l'article 28 de cette loi. Page 4 en BCS. Également page 4 en anglais. En termes de cet article, de l'article 28, quel était le nombre de postes de sécurité publique prévu par cette loi sur les affaires intérieures de 1992 et où était-il situé? Réponse. En termes de l'article 28, les centres de sécurité publique du ministère de l'Intérieur se situent à Banja Luka, Trebinje, Doboj, Sarajevo et Bijeljina. Donc, il y en avait 5 en tout. Banja Luka, Trebinje, Doboj, Sarajevo et Bijeljina. Une question. Et enfin, voyons l'article 30. Lui aussi, on trouve page 4 de la version BCS, page 4 en anglais. Sauriez-vous nous dire ce qui est concerné par l'article 4? Par l'article 30, page 4. Correction de l'interprète. Réponse. Plusieurs échelons d'organisation du ministère des Affaires intérieures sont visés. Plus précisément, les postes de sécurité publique sont censés organiser des postes de police en tant qu'unité, entité interne et un certain nombre d'unités de police, de la police de réserve. Donc, ces postes de police et ces réservistes font partie intégrante de la structure du poste de sécurité publique. Et dans la deuxième partie de cet article, ou plutôt dans la dernière phrase, il est dit, selon le besoin ou dans certaines situations, un poste de sécurité publique peut avoir des services délocalisés, des unités délocalisées de la police. Question. Donc, il existe des unités qui sont de moindre taille sur le plan d'organisation. Réponse, oui. Poste... Cela va jusqu'aux unités délocalisées du poste de police. Maître Lazarevitch, je pense que le moment est venu de soulever une question. Le terme utilisé ici est le terme militia. En langue serbe, les termes militia et politia sont des synonymes.
Mais puisque en anglais, ce terme, si on le traduisait par milice, pourrait avoir une connotation négative, je voulais simplement appeler votre attention là-dessus pour éviter qu'il y ait un malentendu. Le président, je vous remercie. Ovaj dokument nam za sada više. Question. Nous n'avons plus besoin de ce document-ci. Passons au suivant. C'est l'intercalaire 10 dans votre classeur. C'est la pièce 4D 192, à savoir l'ensemble de règles de l'organisation interne du MOUP lorsqu'il y a un état de menace immédiate de guerre ou d'état de guerre à partir de septembre 1992. Je dois informer la Chambre que nous n'avons pas la traduction de ce document, si bien que je pense que le mieux serait de donner lecture des paragraphes appropriés que je souhaite discuter avec le témoin. Monsieur Bayagic, dans votre rapport, j'ai trouvé un élément selon lequel, en avril 1992, correction, il s'agit de l'année 1993. Maître Lazarevitch continue. Question. On parle donc d'un ensemble de règles adoptées qui portaient le titre exact par rapport au texte précédent. Savez-vous pourquoi 2 textes ont été adoptés comportant un ensemble identique de règles à des dates différentes? Réponse. Eh bien, la raison principale en est sans doute, et en fait ce texte est identique, en bas de la première page, on peut lire la date septembre 1992. Et comme vous pouvez le constater, en haut de la page, au-dessus des mots secret officiel strictement confidentiel, vous avez les chiffres 10-3/93, ce que l'on peut comprendre comme étant le mois de mars 1993. Donc, on peut supposer qu'au mois de mars 1993, cet ensemble de règles avait fait l'objet d'un débat et qu'en 1993, le texte n'était qu'un projet. Et puis qu'ensuite, sous une forme identique et avec un libellé identique, il a été adopté en avril 1993. Question. Pouvez-vous confirmer le fait qu'il n'y a, pour ainsi dire, aucune différence entre les 2 documents, aucune différence de contenu? Réponse. Oui, il n'y a aucune différence. Donc, quelle que soit la version que vous prenez, cela n'a pas d'importance. Question. J'aimerais maintenant examiner l'article 2 de ce texte de réglementation. Puisque nous n'avons pas de traduction, je vais donner lecture de ce texte pour le procès verbal. La tête de chapitre se lit comme suit. Chiffre romain 2, unité d'organisation. Les unités de base internes appropriées seront mises en place à l'intérieur du ministère afin de mener à bien les tâches et les devoirs qui relèvent de sa responsabilité, comme suit. Numéro 1. Au siège du ministère, une police spéciale, une administration spéciale de police, détachement de police, virgule, escadrille, virgule, école, virgule, inspection, virgule,
section, virgule, bureau, virgule, bureau. Et secrétariat, point virgule. Numéro 2. À l'extérieur du siège, virgule, c'est-à-dire le centre administratif, virgule, secteur, virgule, centre de station, poste de sécurité publique, virgule, département, virgule, poste de police, virgule, département, virgule, section, virgule, groupe, virgule, et secrétariat, point. Maintenant que nous avons lu l'article 2 de ce texte de règlement, pouvez-vous m'expliquer la différence entre les unités organisationnelles qui sont censées mener à bien des activités à l'intérieur du siège du ministère et à l'extérieur du siège du ministère? Réponse. Eh bien, il existe des unités organisationnelles au siège même du ministère ou une quelconque organisation qui s'occupe dont la fonction est de s'occuper de problèmes spécifiques ou qui sont concentrés dans des domaines d'intérêt particulier. Mais lorsque nous parlons de la structure organisationnelle du ministère à l'extérieur du siège, c'est-à-dire l'organisation territoriale à un niveau inférieur à celui qui se trouve au sein même du ministère, dont nous avons déjà parlé, et là, il y a deux niveaux à l'extérieur du siège du ministère. Question. J'aimerais maintenant examiner l'article 7 de ce texte de règlement dont je vais donner lecture pour le procès verbal. Le titre, article 7, se lit comme suit. Une unité organisationnelle au siège du ministère. Article 7. Les unités de base organisationnelles suivantes seront mises en place au siège du ministère. Numéro 1, l'administration policière. Numéro 2, ou plutôt l'administration de la police. Numéro 2, administration pour la prévention des activités criminelles. La prévention et la détection des activités criminelles. 3. Inspection qui s'occupe de la protection anti-incendie et anti-explosion. Numéro 4. L'administration pour l'analyse des tâches d'information et l'exploitation des systèmes d'information. Numéro 5. Information, communication, chiffrement. Numéro 6, l'administration qui s'occupe des affaires juridiques et personnelles et les questions liées aux ressortissants étrangers. Numéro 7, l'école secondaire des affaires intérieures. Numéro 8, l'administration pour les affaires techniques et financières. Numéro 9, bureau du ministre. Fin de citation. Pouvez-vous me dire quelle est la nature des unités dont je viens de lire la liste? Réponse. Toutes ces unités organisationnelles que vous avez lues dans cette liste représentent l'organisation du siège du ministère.
et envoi. Question. Veuillez continuer. Réponse. Et l'on voit qu'il y a un principe fonctionnel, disons, qui sous-tend l'organisation du travail. Maître Lazarevitch, Monsieur le Président, je dois vous présenter mes excuses de n'avoir pas fourni une traduction. C'est le seul document que nous n'avons pas pu fournir en version traduite. Nous avons contacté la CLSS il y a bien longtemps et pour une raison qui m'échappe, nous n'avons pas pu obtenir la traduction. Je vous prie de nous excuser. C'est le seul document dans ce cas. Juge Ajus. Merci, Monsieur Lazarevitch. Oui, Monsieur Van Der Puy, Monsieur le Président, je crois que nous avons déjà une version traduite de ce texte que nous pouvons remettre au Conseil de la Défense si cela peut aider la Chambre. Le Président, merci, cela faciliterait le travail. Vous avez encore 5 minutes. Question. Question. Pouvons-nous regarder l'article 8 de ce texte dont je vais donner lecture pour le procès-verbal en espérant que demain nous aurons l'occasion de travailler avec une version en langue anglaise qui facilitera les choses. L'article 8 se lit comme suit. Les unités organisationnelles, notamment qui relèvent des articles 1 à 3 ou des points 1 à 3 mentionnés dans l'article précédent, relèvent du service de sécurité publique. Fin de citation. Les unités organisationnelles que l'on mentionne au point 3 à 9 dans l'article précédent s'occupent d'affaires internes et communes. Fin de citation. Selon l'article 8, lesquelles de ces unités faisaient partie du service de sécurité publique? Réponse. Une partie du service de sécurité publique qui fait partie intégrante du ministère était donc l'administration de la police, l'administration qui s'occupe de prévenir et de déceler les activités criminelles et l'administration qui s'occupe de la protection anti-incendie, anti-explosion. Maître Lazarevitch, Monsieur le Président, il serait peut-être préférable de s'arrêter maintenant puisque le prochain article que j'ai l'intention de citer est assez long et on n'aurait pas le temps de terminer. Monsieur le Président, c'est parfait. Nous allons donc poursuivre demain matin à 9 h. Merci.